Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo consacrée à la situation en Ukraine et en Russie et aux autres points d'actualité. Voici donc l'astrologie à l'heure de l'Ukraine. Je rappelle que l'astrologie n'est pas de la voyance. En astrologie, pour comprendre l'ensemble d'une situation mondiale, l'astrologue doit étudier les thèmes des pays, des gouvernements, des dirigeants et s'y connaître en géopolitique également. Ce serait mieux aussi, afin que ses conclusions soient le plus probantes possible. Et mes compétences ne remplissent pas toutes ces conditions. Aussi, c'est du point de vue de ce que j'affectionne particulièrement, c'est l'étude des cycles planétaires, de leur symbolisme et aussi de tous les mythes qui sont associés, que je vais aborder ce sujet en parlant d'un mythe complexe qui est, à mon avis, réactivé actuellement. Alors, comme à l'habitude, mon propos n'est pas de réussir la performance d'une prévision prédictive stupéfiante d'exactitude, mais d'entrer dans le sens de ce qui se joue afin que nos prises de conscience individuelles puissent se transporter dans la vie collective, puisque tout est dans tout, et cela dans le but de participer à plus de bien-être global. Je cite à ce propos ces phrases de Paracels. On dit qu'un homme sage commande aux astres ce qui ne signifie pas qu'il commande aux astres dans le ciel, mais aux pouvoirs qui sont actifs dans sa propre constitution mentale et qui sont symbolisés par les astres dans le ciel, par les astres visibles dans le ciel. Je voudrais rappeler aussi les concepts des neurosciences, selon lesquels il existe une loi d'attraction entre nos pensées, nos comportements et ce qui nous entoure, qui stipule que notre pensée a un réel pouvoir d'actualisation et de concrétisation. Elle peut donc être destructrice et créatrice selon nos choix. Et nos prises de conscience peuvent aller dans le sens de l'harmonisation de notre vie et du monde malgré les interpellations difficiles qu'il peut y avoir ou pas. Ce qui est fondamental en 2022, que de comprendre cela, parce que c'est une année numérologique 6, qui est donc marquée par le choix, et dont le symbolisme numérologique représente la recherche de l'harmonie, à condition de dépasser les défis du triple 2 qui est contenu dans 2022, 2, 0, 2, 2, et qui est enflammé par ce zéro précisément. Je renvoie à l'analyse que j'ai faite dans la vidéo de janvier 2022, qui s'intitule Parole au nombre en 2022 et qui, pendant presque 2 heures, parle de tous ces points. C'est à partir de ce point de vue évolutif qui est très inspiré par l'enseignement de Dane Rudhyar à l'initiative, à l'origine plus exactement, de la pensée humaniste de l'astrologie, que je m'exprime afin que non seulement le thème astral qui conditionne notre vie ne la détermine pas, mais aussi pour qu'en ces temps où le plan collectif est fortement impacté et nous impacte à son tour, ce collectif puisse nous concerner sans nous formater, et que nous demeurions acteurs de notre vie, de nos vies, et source d'harmonisation collective, chacun à notre mesure, bien sûr, selon nos talents et nos possibles. Cette approche ne nie pas la réalité de nuisances réelles à l'extérieur de nous, qui nous entourent, mais elle souligne le fait que nous avons tendance, en fonction de nos valeurs et de nos histoires, à projeter sur l'extérieur, sur les événements, sur les personnes, des idées, des croyances qui peuvent être des illusions ou des préjugés, ce qui engendre un effet miroir et déclenche la loi d'attraction, pas toujours positive dans ce cas-là. Ces préjugés se cristallisent au fil du temps, au fil des siècles, en certitude ou au fil de notre vie, de nos années de vie. Et la cristallisation est en affinité avec le symbolisme du signe du Capricorne, qui peut aussi bien produire des lois structurantes que des lois sclérosantes. Et tous ces préjugés, c'est ce que le bouddhisme appellera les mayas ou illusions. Alors, par exemple, pour en revenir à la politique après cette très longue introduction, pour l'extrême gauche, eh bien, le riche représente peut-être l'ennemi, le mal. Pour l'extrême droite, c'est l'étranger qui représente l'ennemi. Pour les partisans du transhumanisme, l'homme augmenté est le bien à rechercher,
tandis que pour l'écologie, cet artifice est contre nature. L'artifice est contre nature. Donc le mal change de visage et de nom, mais il semble continuer depuis que le monde est monde. Et la dualité qui est propre à la création, elle est biaisée par sa manifestation conflictuelle au lieu de devenir complémentaire. En soi, eh bien, la nuit n'est pas contre le jour, l'homme n'est pas contre la femme contre l'homme. L'homme et la femme peuvent tout à fait se compléter et leur union créative a donné naissance à l'enfant ou à un autre fruit. Et de même, le féminin en nous et le masculin en nous, quel que soit notre genre, participent par leur mariage interne à notre complétude. Le problème surgit quand cette dualité passe donc de la complémentarité à quelque chose de conflictuel qui polarise. Alors nous avons le clivage du bien et du mal et son cortège de conflits destructeurs, avec un ennemi systématiquement à l'extérieur, puisqu'il y a l'extérieur et l'intérieur. Ils ne sont pas complémentaires, ils sont opposés. Dans cette vision-là, bien entendu, je n'y souscris pas. Et précisément Pluton en Capricorne, qui y est d'une façon importante depuis 2008, mais qui a été très important en 2020 et 2021 et encore actuellement, nous confronte à une nouvelle épreuve avec cette guerre. Alors par peur, on peut se protéger dans un bunker physique, cela est d'ailleurs proposé aujourd'hui sur le plan immobilier par certaines agences, pour pallier à la crainte que des personnes peuvent avoir d'une guerre nucléaire. On peut aussi bien sûr se réfugier dans une carapace psycho-émotionnelle, c'est tout à fait humain, mais cette protection qui peut être salutaire ne résout pas pour autant le problème de fond, puisqu'il y a fatalement un jour une autre guerre, une autre maladie, une autre séparation, une autre épreuve. D'ailleurs, bien souvent, la guerre est aussi à l'intérieur de nous, et finalement, à ce stade de notre évolution, il y a la mort au bout du parcours. Il s'agit donc d'aller jusqu'à la racine de cette dualité conflictuelle. Et en 2020-2021, le mal s'appelait Covid. En 2022, il a changé de nom, il s'appelle Poutine. Cela nous renvoie à un trio infernal bien connu en psychologie, la victime, qui est le peuple ukrainien, le bourreau, qui est le régime russe, le sauveur, qui est l'Occident. Mais ce trio qui n'arrive pas à se désolidariser, c'est pour ça qu'on l'appelle le trio infernal. Ce trio évacue la question des éventuelles responsabilités des gouvernements aujourd'hui victimes et des gouvernements aujourd'hui sauveurs. Je ne parle pas de celle du gouvernement russe, puisque là, ce qui représente de négatif est nommé. Et j'ignore la réponse, bien sûr, par rapport à où est la cause, où est l'œuf, où est la poule dans tout ça. Ce qu'on peut voir, c'est le résultat. Et je ne suis pas donc spécialiste en géopolitique. Mais je pose ici, non pas la question de la vérité de ce qui se passe, mais la question du sens. Et pour cela, je vais m'appuyer sur un mythe grec. Sachant que les dieux de la mythologie grecque, comme d'autres mythologies d'ailleurs, mais la mythologie grecque a ceci de particulier qu'elle est fondatrice de la mythologie romaine qui va la reprendre à son compte, qui va simplement changer les noms et quelques variations, mais pas grand-chose. Et ces noms des dieux romains qui reprennent les dieux grecs, c'est le même nom qui va être attribué aux planètes. Et ça, c'est très important parce qu'il y a vraiment un glissement de sens par ce côté commun de la sémantique, de la linguistique. Donc les dieux de la mythologie grecque correspondaient à des projections subconscientes humaines très puissantes, et selon les époques, certains mythes vont entrer en résonance symbolique avec notre actualité. Parmi ces figures archétypales fondatrices, il y a Déméter, dont je vous propose de revisiter le mythe à l'heure de l'Ukraine et de notre évolution collective. Déméter, dont le nom signifie grenier, et oui, est la déesse olympienne de la moisson, de l'agriculture et des céréales. C'est un archétype de la mère nourricière qui est associé à ce que produit la terre. C'est aussi une force matriarcale très attachée à sa fille Corée avec un K ou encore avec un C quand elle a eu avec Zeus, donc alias Jupiter chez les Romains. Mais Hadès, dieu du monde souterrain, celui de la mort, sait prendre cette belle jeune fille et décide de l'épouser.
Et un jour que Corée part cueillir des fleurs toute seule, une faille s'ouvre soudainement dans le sol et devant Corée, et de là surgit le char d'Hadès, qui est lui invisible, puisqu'il est toujours avec ce casque qui le rend invisible quand il vient sur Terre, et il entraîne la jeune fille dans le monde sous la terre, et elle a juste le temps de pousser un cri terrible qui résonne dans la terre entière, et donc sa mère entend. Alors déjà, c'est intéressant de voir comment les hommes projettent, parce que ce terrible Dieu qui est seul dans son monde obscur, il va précisément être attiré par une jeune fille qui est dans l'abondance et dans la gourmandise et dans tout ce qui pousse, parce que dans la sous-terre, là, dans le monde des morts, il n'y a pas grand-chose qui pousse. Donc elle représente vraiment la vie, hein, et une sorte de gourmandise dont je vais parler plus tard pour un détail fort important. Alors Déméter, elle va rechercher désespérément sa fille pendant 9 jours et 9 nuits en oubliant de manger ou de boire, et le 10e jour, elle décide d'aller trouver le dieu du soleil qui s'appelle Hélios et qui est le seul à tout voir. Il symbolise en quelque sorte la conscience, vous savez, cette partie lumineuse en nous qui nous permet de voir en toute clairvoyance ce qui est, sans aucune illusion, sans aucun voile. Et Hélios lui révèle que c'est Hadès Pluton, donc chez les Romains, qui a enlevé sa fille, et que Jupiter est bien au courant de la chose. Alors Déméter, elle se sent trahie, elle explose de colère, et elle déclare qu'elle ne rejoindra pas l'Olympe tant que sa fille ne le sera pas rendue. Déméter erre ainsi sur terre, sous les traits d'une vieille femme. Elle refuse de s'occuper des champs et des cultures, et les dieux commencent à s'inquiéter sérieusement, car plus rien ne pousse, et le bétail meurt, et une famine éclate. Zeus Jupiter, pour éviter une catastrophe, a demandé à Hadès, qui est son frère, Hadès Pluton, de rendre sa fille à Déméter. Mais c'est impossible, parce que justement, dans le royaume des morts, on ne peut pas sortir de ce royaume si on a touché à une quelconque nourriture qui était présente dans ce royaume. Or, Corée, qui est une gourmande et une gourmette, a goûté aux pépins d'une grenade. Et donc, elle est liée à ce monde-là, souterrain, pour toujours. Alors, Jupiter pense à un stratagème, il décide d'un compromis. Corée pourra retourner vivre avec sa mère, mais seulement durant la moitié d'une année. C'est ainsi que lorsque Corée, qui devient Perséphone, renommée ainsi en tant que déesse des enfers, aux côtés de son mari, dans cette partie où elle est auprès de lui, rien ne pousse sur terre. C'est comme si sa mère pleurait encore son absence, c'est l'automne, c'est l'hiver. Mais dès qu'elle retrouve sa mère, voilà, elles se réjouissent et les cultures reprennent, et c'est le printemps et l'été. Alors c'est difficile de ne pas penser à l'Ukraine, considérée comme le grenier à blé de l'Europe, ni à la position du président Emmanuel Macron, dont les astrologues s'accordent à dire qu'il est jupitérien vu que Jupiter gouverne son soleil, représentant du mois, situé en Sagittaire. Alors, soleil en Sagittaire veut simplement dire natif du Sagittaire pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie. Mais il est également saturnien par son ascendant, le signe qui se lève à l'horizon au moment de la naissance et qui devient l'outil pour que le mois se développe. Et cet ascendant se situe en Capricorne chez Macron, et Saturne en est le maître, ce qui participe à la durée, à l'ambition, à la persistance face aux adversités, ce qui favorise des lois structurantes dans le meilleur des cas, mais bien souvent limitatives, voire inhibitrices, et nous avons bien connu toutes ces restrictions et réglementations avec toutes les mesures sanitaires et ce qui en a suivi. Et ce même thème du président Macron, tandis que la guerre éclate, voit le Pluton passer sur son ascendant astrologique présidentiel. Et d'ailleurs, il dit « nous sommes en guerre ». Alors, il fallait craindre il parle de craindre une grave limitation sur le plan économique, sur le plan alimentaire, sur le plan énergétique, et que les restrictions allaient donc se poursuivre sous un autre mode. Ce qui fait que ce que le Covid n'a pas vraiment réussi à réduire complètement, je veux dire par là la société d'abondance en matière d'alimentation et d'énergie à gogo, la guerre actuelle semble annoncer avec l'embargo économique.
Et le président négocie comme Jupiter dans l'antique mythologie. J'en viens donc à parler des élections présidentielles. Alors, je ne vais pas oublier Déméter, c'est vraiment à l'arrière-plan de tout ce que je dis, et j'y reviendrai. Je suis en train de nourrir là ce que je vais dire ensuite, et je ne suis pas en train d'hyper-focaliser sur la France, mais simplement, comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, ce qui se passe en France a quand même une importance sur ce qui se passe en Europe, d'autant que le président Macron est également très présent par son rôle actuellement à l'Europe. Donc, lors de ma dernière vidéo, je me suis montrée réservée quant à la possibilité que Macron soit réélu. Et en même temps, j'ai rajouté, mais peut-être que oui, j'en suis pas sûre qu'il ne serait pas réélu, je ne suis pas sûre qu'il sera réélu. Bon, alors c'est quand même une grosse ambivalence. Et pourquoi ce doute? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, le thème d'Emmanuel Macron était très interpellé par des mouvements planétaires très difficiles. C'est d'ailleurs ce qui a fait que beaucoup d'astrologues n'ont pas pensé qu'il pouvait être réélu. Mais ce n'est pas parce qu'un thème est en forte difficulté qu'il y a échec pour autant. Il peut y avoir victoire, mais avec un mandat qui, lui, va être très conflictuel et extrêmement difficile à maintenir, et je pense que c'est ce qui va se passer. Ce thème de Macron recevait des aspects difficiles de Pluton, ce qui faisait donc songer à une fin de mandat. A posteriori, cet aspect conflictuel de Pluton symbolise plutôt la mort, la destruction, qui est un symbole de mort, de destruction et de possible dépassement. Il a sur son ascendant, qui passait sur un ascendant, donc situé à la fin du signe du Capricorne, s'est manifesté plutôt par une autre forme de mort, c'est-à-dire ce qui confronte à Poutine et à l'Ukraine, et l'implication donc de la France, qui ne fait pas l'unanimité en France ni dans l'Europe. Le propos pro-européen et mondialiste de Macron va dans le sens du symbolisme marquant en 2022 et lors des élections présidentielles de la conjonction Neptune, qui indique la totalité, et Jupiter, l'ouverture, l'élargissement, le libéralisme. Et donc ce point-là valorisait par contre son thème astral. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai hésité. Il y en a une autre sur laquelle je viens venir. Ce qui signifie que donc il était soutenu là par l'Europe. L'Europe, bien entendu, est mise en question pendant 2022 et les années qui viennent. Mais si la position d'un certain nombre de pays va changer, je ne pense pas que l'Europe va s'effondrer pour autant. Alors, si je reviens à Macron, son thème recevait aussi des aspects très porteurs donc, par rapport à tout le domaine international et sa projection publique liée à la planète Saturne, qui est quand même très importante chez lui, puisque c'est le maître de son ascendant et qui faisait, on va dire, dans le jargon astrologique, qui faisait des aspects très porteurs. Donc, cela s'est ajouté à toute cette donnée pro-européenne qui est l'un des points majeurs de la politique présidentielle. Et l'autre raison, ce qui m'a fait hésiter, malgré cet impact de Pluton sur l'ascendant et d'Uranus sur la lune natale du président, c'est que je ne voyais pas, après des études astrologiques des autres thèmes, des autres candidats, aucun remporter les élections. Et avec la droite, non, je n'y pensais pas, parce que le thème de la Ve République n'est pas vraiment compatible avec des partis d'extrême droite. Voilà. Alors, devant ce dilemme, je me suis même demandé, il a des aspects très difficiles, les autres, je ne les vois pas passer, et il a quand même des chances, je me suis dit, mais est-ce que la France ne va pas avoir un gouvernement provisoire? Et s'il est élu, et que les élections ont bien lieu, est-ce que ces élections ne vont pas entraîner par la suite des moments, des conflits et des aspects de résistance importants? Donc c'est arrivé déjà avec la position avec l'Ukraine auparavant, qui ont rebattu les cartes, avec les scandales qui ont éclaté concernant sa vie privée et concernant donc la vie politique et les études qui n'ont pas été faites dans le pays et qui ont coûté apparemment une fortune. Voilà. Mais il va continuer à être contesté, les choses ne sont pas arrêtées avec les élections. Donc, si j'appuie sur ça, c'est parce que on va voir que ça a une incidence sur le mythe que j'ai expliqué,
Et parce que donc la France se positionne fortement par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Russie, l'Europe va se positionner aussi avec aussi un impact du président Macron, puisqu'il a actuellement un rôle à jouer directement en Europe, et que nous sommes tous dans ce bateau. Et que cela ne fait pas l'unanimité, donc au sein du gouvernement, enfin au sein des autres partis en France plus exactement, mais au sein d'autres pays en Europe. Donc on est dans des partis pris contradictoires. Voilà. Alors sans doute les contestations vont venir de l'opposition, et cela commence avec l'union de la gauche autour de Mélenchon, ce qui va tout à fait dans le sens symbolique de la conjonction Neptune-Jupiter. Je rappelle qu'une position marquante de Neptune, et c'est le cas en 2022, très marquante, est historiquement en synchronicité avec des grands rassemblements de foule populaires de gauche, voire extrême gauche. Aussi, Mélenchon questionne les statuts de la Ve République en souhaitant que les rapports entre le Sénat, les rapports de pouvoir entre Sénat et Parlement soient revus. Or, le thème de la Ve République reçoit des aspects conflictuels actuellement. Vous savez, tout ce qui a naissance a un thème. Donc, le thème de l'achat d'une maison, par exemple, c'est une signature, c'est un thème pour la maison qui va être à regarder avec votre propre thème si c'est vous l'habitant de cette maison. Et le thème de la Ve République, c'est une naissance à un moment donné, il y a une signature, donc il y a une incarnation de la matière, donc il y a un thème. Donc elle reçoit des aspects très conflictuels, ce thème de la Ve République. De plus, le thème de Jean-Luc Mélenchon est mis en valeur au moment des élections législatives, qui sont pour bientôt, avec le passage de Jupiter sur sa lune en Poisson, un signe de popularité, puis en progression dans le signe du Bélier, qui est un signe de feu qui emballe l'action et qui vivifie le propre feu de ce natif du Lion, et aussi l'enthousiasme, son Jupiter, et malgré des aspects astrologiques adverses qui existent également, qui font que, bon, il ne sera sans doute pas Premier ministre comme il espérait, c'est un thème qui se renforce aussi avec le temps et l'âge, et donc je pense qu'il va avoir encore son mot à dire. D'autant que parler, ça fait partie de ses atouts, et qu'il dans ses arguments, il a toute son alliance avec le Parti écologique. C'est une double aide, d'abord parce que le rassemblement va dans le sens neptunien. Neptune rassemble, il ne veut pas diviser. Hein, c'est vraiment quelque chose de son symptôme qui tend vers rendre commun. Le danger de Neptune, c'est plutôt la fusion et la confusion qui va entraîner une division. Mais au début, il veut rassembler. Donc là, il rassemble la gauche, ce qui est quand même une prouesse par rapport à toutes les difficultés qu'il y a eu avant. Il fait alliance avec le Parti écologique, ce qui va aussi dans le sens d'Uranus, qui est également une planète interpellante pendant encore quelques années, tant qu'elle est en Taureau. Elle y est entrée vers 2018, je crois, si je ne m'abuse, et elle y est encore quelques années. Et la parole, donc je dis, qui était sa force en élocution, et ça va être important, la parole en 2022 et 2023, puisque Mars va rentrer dans les Gémeaux, et que Mars en Gémeaux, il est à son écritoire, son réseau social, c'est son épée. Alors cette montée de la gauche sera bien sûr contestée par les partis au pouvoir, par les partis de droite aussi, et d'extrême droite, qui contestent aussi également le président. Donc ça nous fait pas mal de forces affirmées et contradictoires ensemble. Et donc en face, il y a plusieurs candidats de la droite dont j'ai parlé dans la dernière vidéo, je ne vais pas revenir, mais je voudrais quand même revenir sur un des candidats qui est une personne qui est nouvelle sur le plan de la scène politique, dont j'ai parlé donc en janvier, qui est le capitaine Alexandre Ludwig Brunet, et qui je crois va faire parler de lui, parce qu'il amène une réflexion sur le plan politique
qui a été dite par d'autres candidats de droite, mais différemment parce qu'il fait allusion à ce qu'on appelle l'état profond, état dont l'existence est par ailleurs très contestée, hein. Mais le fait est qu'il y fait allusion et il introduit en politique une dimension philosophique et spirituelle au nom du salut de l'espèce humaine. Donc là, on a quelque chose de différent et je pense que sa réflexion pourrait rassembler une nouvelle résistance contestataire avec peut-être encore des révélations surprenantes. Voilà, donc ça veut dire que il y a beaucoup de positions fortes, contradictoires. Alors là, je ne parle pas plus du personnage Alexandre Brunet parce que je n'ai pas son heure de naissance, donc je suis assez prudente quand même dans ce que j'avance. Mais il me semble qu'il y a quelque chose là. Et bien sûr, il y a tous les autres partis de droite qui sont face aux partis de gauche et en face de la politique présidentielle. Mais même s'ils vont faire parler d'eux, ils vont rester, ils vont affirmer une résistance. Le symbolisme Neptune-Jupiter qui reste marquant en 2022, pardon, est en analogie avec la gauche, pas avec la droite. Il est en analogie également avec le libéralisme par Jupiter et avec la gauche par Neptune. Et donc, avec la notion d'élargissement, d'ouverture. C'est donc contraire à l'idée d'un État-nation réclamant une souveraineté nationale. Voilà. Donc, c'est pas un symbolisme que je vois aller à droite en 2022. Après la suite, c'est peut-être autre chose. Cette conjonction planétaire Neptune-Jupiter va également vers un soutien aux opprimés, et j'avais pensé au préalable d'ailleurs qu'il s'agirait d'un afflux croissant de migrants, ce qui viendra peut-être, mais il s'agit encore de l'accueil des réfugiés politiques victimes de guerre en Ukraine. Au nom de Neptune, les partis qui remettent en question cette solidarité ne seront donc pas dominants. Pas en 2022. Cet aspect est un aspect très positif de Neptune puisqu'il exalte notre empathie et notre empathie par rapport à ceux qui sont en position difficile et démunis, mais cela peut aussi entraîner du chaos et de la confusion, des illusions et une perte de la vision globale des choses, tellement on est fusionné avec nos émotions. Et il ne faudrait pas que l'œil rivé sur cette situation russe-Ukraine, nous oublions le reste du monde et des problèmes en cours. Hein, parce que le Covid nous a fait voir que l'Ukraine nous fait voir que l'Ukraine. Et pour revenir à la question sanitaire, elle reste toujours un peu d'actualité, même si le virus perd sa dangerosité de plus en plus. En Italie, les réglementations restent strictes, idem au Maroc, dans d'autres pays du Maghreb, certainement en Chine, parce que je pense que nous allons vers une fin de cette pandémie vers le début 2023, mais il y a encore des cas, et il y a encore des mesures. Et par contre, sur le plan astrologique, la question du pass vaccinal, si la question de la fin du vaccin, de la fin du virus me paraît acquise bientôt, on va dire, plutôt en 2023, mais bon, je pense que la question du pass vaccinal, au contraire, c'est encore à avoir à considérer ce que ça va devenir. Et ça sera visible et orchestré durant le dernier trimestre 2022. Et ça soulèvera peut-être des révoltes si le vaccin devenait obligatoire, et surtout s'il devenait obligatoire pour les enfants. Parce que je rappelle que le double 2, le triple 2 que nous avons dans 2022, c'est vraiment le matriarcat, et là on pourrait avoir une révolte des mères. Mères, M-E-R-E-S. Ensuite, par ailleurs, il y a toutes les négociations commerciales et autres, la circulation de la monnaie, les modalités bancaires, les écrits, les propos dans les réseaux, la presse, qui pourraient être très malmenés durant cette fin d'année avec à la fois des révoltes, des révélations et des scandales et des restrictions pénalisantes. Et nous allons aussi, il ne faut pas l'oublier, vers l'identité numérique avec l'impact d'Uranus qui est le progrès de la technologie et du virtuel et Saturne qui est la réglementation. Et donc il y a tout qui se formate, je dirais, sur toute une vie
qui était plus manuelle, plus directe dans la rencontre, dans le lien, c'est toute une vie qui se formate au numérique, hein, dans beaucoup, beaucoup de domaines. Alors, au vu de cela, et de ces positions très fortes et conflictuelles dont j'ai parlé, en France, politiquement, mais qui a des résonances en Europe, la fracture amorcée en 2020-2021 pourrait bien devenir un éclatement. Et comme je l'ai signalé dans les 2 dernières vidéos, 2020 est une année grave en quête de paix. C'est-à-dire que cette paix n'est pas un acquis de départ, c'est quelque chose qui est à conquérir, et cela pour septembre ou plus tard. En tout cas, certainement pour la fin de l'année. Et personnellement, je ne me suis jamais montrée dithyrambique sur l'aspect sauveur universel que représenterait Neptune. Certes, il a potentiellement cette qualité et on le voit par rapport à l'empathie au peuple d'Ukraine. Mais c'est cette dimension neptunienne d'empathie, de compassion spirituelle pratiquement, est très exigeante en matière d'évolution. Or, nous contenons aussi en nous les dynamiques et les symbolismes planétaires qui ne sont pas que des réalités astronomiques externes, rappelez-vous les phrases de Paracels que je vous ai lues en début de vidéo. Il ne s'agit donc pas de donner un pouvoir fatal aux astres, mais d'établir un dialogue avec ces messagers cosmiques et la façon dont nous pouvons y répondre. Il y a en chacun de nous une force plutonienne ou pouvoir de transformation radicale par une forme de remords et de renaissance. Quand nous aimons passionnément quelqu'un et que nous le détestons, voire nous le haïssons à un moment donné, nous sommes pris par les forces passionnelles de Pluton. C'est à souhaiter qu'on ne se tue pas, qu'on ne le tue pas, qu'on ne la tue pas, et qu'on se transforme à travers ça, c'est-à-dire qu'on sorte de la dimension possessive de l'amour, de la dimension mortifère, mortelle de l'amour. Une force saturnienne ou capacité de deuil, deuil de par un choix qui en passe par une perte, c'est la dimension saturnienne qui est également en nous. Choisir, c'est perdre, et parfois on doit choisir l'un et pas l'autre. Et se construire. Quand on émonde un arbre avant le printemps, on lui permet de repousser au printemps. Mais il a perdu ses anciennes branches. Une force uranienne, nous la contenons également, c'est la capacité de notre propre capacité à nous renouveler, à être réformateurs, révolutionnaires de nos vies. La force jupitérienne est notre capacité d'abondance, de plénitude, d'expansion, etc. Donc, comment comprendre et répondre à ce qui nous interpelle à travers un transit planétaire qui nous concerne lorsque l'événement est externe? Eh bien, la réponse, elle est interne et elle est personnelle. Elle nous appartient à tout moment, quelles que soient les circonstances extérieures. Alors, c'est pour cela que je fais de l'astrologie. Ce n'est pas pour prédire l'avenir, c'est pour le construire. C'est pour me construire aussi, tout en tenant compte du prévisible qui existe aussi bien entendu, mais pas que. Car il ne s'agit pas de coloniser le futur par peur de l'inconnu, mais de participer à le faire advenir et de nous faire advenir à nous-mêmes, comme le dit le cher Rudyard, donc Rudyard astrologue, via ce défi de croissance d'être. Alors sommes-nous capables aujourd'hui d'inviter en nous la vibration si haute de Neptune sous sa forme la plus évoluée? En ce qui me concerne, j'essaye, et à chacun de répondre en son âme et conscience à cette question. Essayer n'est pas réussir, mais au moins c'est essayer. Parce que si nous ne vibrons pas avec Neptune à sa vibration la plus haute de transcendance, d'empathie, nous risquons de nous heurter violemment au rocher de l'illusion et du chaos. Et je voudrais rappeler ici ces propos tirés de l'Odyssée il y a des milliers et des milliers d'années, à propos de Poséidon, donc qui est chez les Grecs, était Poséidon qui est devenu Neptune chez les Romains, ce Neptune dont je parle. Poséidon, nous dit l'Odyssée, rassembla les nuages, bouleversa la mer, déchaîna les rafales des vents venus de partout, cacha sous les nuées la terre et la mer, la nuit s'élançait du ciel, ensemble s'abattaient l'Euros, le Notos, le Zéphyr, précipité et bourré engendreur d'azur, qui roule la grande écume. Ce sont tous des grands vents. Nous sommes donc loin de Peace and Love chez les bisounours, avec Neptune.
Alors, si en Europe aujourd'hui nous nous réjouissons aux terrasses et nous oublions 2020, en Chine pour les malades du Covid c'est pas si simple, c'est pas drôle du tout. Et à l'Est avec cette guerre violente et ce chaos, ce n'est pas drôle non plus. Au vu des aspects astrologiques, le mandat de Macron sera donc discuté et il sera confronté sur le plan identitaire à des attaques, à des remises en question, voire des problèmes de santé, mais il est très soutenu sur le plan international et il est très marqué donc par Pluton. Et donc Pluton, sur son ascendant, prend aujourd'hui le visage d'une certaine déclaration de guerre à la Russie, même si ce n'est pas tout à fait comme ça et que c'est plus une protection de l'Ukraine. Mais il y a des conséquences, bien entendu. Alors cela conduit à la question que se posent certains, courons-nous le risque d'une nouvelle guerre mondiale de type nucléaire cette fois-ci? Je réponds immédiatement qu'astrologiquement je ne le pense pas et je vais m'en expliquer. Alors bien sûr Pluton, dans le signe du Capricorne, remet en question par des anéantissements et des dépassements les anciens paradigmes en place concernant l'État et les citoyens. On l'a vu depuis 2020. Mais aussi les paradigmes humains de l'homme comme spécimen de la race humaine, en ce qui concerne son corps, par la maladie, l'infection, son sexe, son genre plus exactement, sexué, asexué, transgenre, transhumanisme, etc. etc. Sa procréation naturelle, assistée ou d'autres modes qui seront sans doute à venir, ses valeurs, ce qui colore l'art et le patrimoine, son mode de vie, sa relation à la nature, qui englobe à la fois l'écologie et les nouvelles énergies, l'explosion du numérique qui va aller se développant de plus en plus, et particulièrement en 2023, avec toutes les applications, les algorithmes, etc., toute cette digitalisation du monde et des communications, avec un renforcement donc en fin 2022 et en 2023. Toute une relation à l'habitat différent, à l'argent, à la monnaie et aussi à l'alimentation, sur quoi je vais revenir, plus bien sûr tout le quotidien habituel de la politique, chômage, retraite, impôts, etc. Et l'entrée de Pluton dans un signe astrologique est très importante, ainsi que sa sortie. Or, ainsi que son passage sur une autre planète ou son rassemblement avec une autre planète. Donc c'était le cas dans les 2 années très difficiles de 2020-2021. Actuellement, on approche de la sortie de Pluton, puisque en 2023, il amorce une course sortie vers le Verseau pour revenir sur ses pas planétaires en régressant apparemment dans le Capricorne. Et ce n'est qu'en 2024, date clé qui sera clairement dans le signe du Verseau où il restera. Mais il est entré en 2008. Donc vous voyez, il reste un certain temps. Donc évidemment, maintenant, il est proche de la sortie. Alors ces dates sont très importantes et c'est d'ailleurs parce qu'il va dans le Verseau en 2024 et il y restera jusqu'en 2044, que c'est pendant cette période-là que moi je situe le passage vers l'ère du Verseau depuis longtemps d'ailleurs. Je situe les choses là, mais c'est un autre propos que je ne vais pas aborder maintenant. Pour revenir aux dates clés, donc il y a 3 dates clés. Il y a la date clé de 2008, il y a la date clé de 2024, et puis il y a les dates de 2020 et 2021 que nous avons connues. L'entrée dans le signe du Capricorne, c'était 2008. La sortie, c'est 2024. 2008, c'est précisément une date importante, puisqu'il est rentré dans le signe du Capricorne, Pluton, et c'est une date que relèvent les historiens comme étant peut-être le début de ce qui se passe en Ukraine et en Russie actuellement. Il y en a une autre qui est 2014. Donc, comme nous sommes là dans la deadline, puisque bientôt Pluton quitte le signe du Capricorne, eh bien c'est maintenant ou jamais que ce problème doit être réglé. Et plus les choses durent, plus après ça devient difficile, voire envenimé. Donc la question doit vraiment être réglée avant 2024. Hein. Et déjà, si à la fin de l'année, il y avait des choses qui étaient réglées, eh bien, ça serait pas mal parce que la fin de l'année montre toutes ces réglementations. Donc, je ne vois pas que ce serait une guerre nucléaire. Pourquoi? Mais parce qu'une guerre nucléaire à ce stade, j'imagine mal ce qui va rester.
la Terre, les hommes vont vraiment être, je dirais pas disparaître, mais ça va être un autre visage de la planète et de l'humain. Et nous sommes à la fin d'un monde, clairement, mais nous ne sommes pas à la fin du monde. Donc, je crois que la guerre nucléaire est tellement puissante que je n'imagine pas que c'est la guerre nucléaire qui va se passer, parce que il ne faut pas non plus que ceux qui envoient la bombe la reçoivent en éclat non plus. Donc, voilà, je crois plutôt que ce serait une dévastation si désastreuse que c'est pas ça qui aura lieu, mais que c'est au contraire un embargo et quelque chose qui va nous affecter d'une autre façon, qui va affecter notre économie d'une autre façon qu'a affecté le Covid et surtout aussi les réglementations et tout ce qui a suivi. C'est une façon où nous allons revivre des privations, notamment sur le plan énergétique avec de fortes conséquences sur le pouvoir d'achat, mais aussi sur le plan alimentaire. Donc il y a le pouvoir d'achat, la valeur de l'argent, ce qui renvoie avec tout ça à Uranus en taureau, qui est aussi le substantiel de l'argent, et le substantiel de l'alimentation, de l'agriculture. Donc, nous sommes là, dans cette fin de Capricorne, à quelque chose où il faut vraiment arriver pour 2024 à autre chose que ce dans quoi nous sommes maintenant. Donc, il faut que le monde entier ait grandi vers cet autre pas. Parce que l'embargo aura des conséquences en Russie, certainement, mais aussi en Europe. Et certainement, et peut-être plus fortement en Europe, parce que nous sommes des gâtés de la consommation et de la production. Nous avons été, bien sûr pas tout le monde, mais globalement, nous avons été dans un certain luxe, dans un certain confort, même si on déchante depuis tout un temps. Je ne suis pas convaincue que la Russie a été dans ce même confort. Alors bien sûr, à part bien sûr une petite parcelle, j'allais dire, de la population. Alors bien sûr, on peut choisir la sobriété, on peut mettre 3 pulls, on peut mettre des charentaises et se déplacer à pied ou en vélo et utiliser des graines germées sur son balcon. Mais cultiver, je voulais dire, plutôt qu'utiliser. Mais il y a aussi tout le reste du fonctionnement économique avec les effets de boule de neige. Donc je pense que la fin de l'année sera marquée par un renforcement des négociations très difficiles sur tous les plans, pas que l'Ukraine, pas que la Russie, et qu'on retrouvera, parce qu'on retrouvera là cet encadrement de fenêtres dont j'ai beaucoup parlé, qui montre une tension entre Saturne qui représente l'État, l'officiel, les lois, les mesures restrictives, et Uranus, la révolte, l'inventivité, la liberté, le mouvement. J'en ai longuement parlé dans la vidéo de décembre 2022, le point de vue évolutif de l'astrologie, donc je vous remercie de vous y référer. En novembre, cette tension va se conjuguer avec la position de Mars en Gémeaux, qui représente donc l'action par la parole, par la communication. Mais il sera en novembre en position rétrograde, ce qui indique un piétinement pour trouver le juste accord qui ne se fera pas avant la mi-janvier 2023, avec déjà des perspectives en fin décembre 2022, mais balbutiantes. Donc, il y a encore du pain sur la planche. Et en parlant de pain, j'en reviens à Déméter. Que nous évoque encore ce mythe de Déméter? Déméter présidait en premier lieu au cycle des moissons. Mais suite à l'enlèvement de sa fille, qui devient la reine du monde des morts, Déméter vit une transformation intérieure, et sa fille aussi. Et elles vont présider toutes les deux, non seulement au cycle de la vie, mais également au cycle de la vie et de la mort. Elles deviennent, elle et sa fille, les figures centrales de ce qu'on appelle les mystères d'Éleusis. Une tradition religieuse de purification qui est ouverte à tous, à tous, sans exception, sauf une, sur laquelle je vais revenir. C'est-à-dire qu'on peut être pauvre, riche, blanc, noir, homme, femme, tout le monde peut participer. Consiste en jeûne, en rite religieux, en purification dans l'eau. Et pourquoi? Eh bien, pour assurer la vie après la mort. Donc, c'est pas la vie comme mort,
dans le royaume des morts, c'est la vie après la mort, donc c'est quelque chose qui approche d'une résurrection, d'une éternité. Et c'est cette purification donc qui va apporter cela. Elle va bien sûr dans le sens de notre désir d'immortalité. Mais il y a une seule exception pour qu'on puisse participer, c'est qu'il ne faut pas avoir tué soi-même. C'est-à-dire que si on a enlevé la vie, on ne peut pas l'avoir éternellement. On n'y a pas droit. Donc nous voici ici, non seulement avec ce qui se joue avec le mythe de Déméter sur le plan mondial, via la guerre actuelle et celle éventuellement en nous, via la façon dont ça nous affecte, mais aussi au cœur de cet autre plan représenté par le transhumanisme, sauf que là, le désir de l'homme de vivre le plus longtemps possible, voire éternellement grâce au progrès technologique et numérique, il n'est pas relié à l'âme ni à la spiritualité. Et cela montre une très grande différence avec ce qu'évoque le mythe de Déméter. Bien sûr, c'est une spiritualité liée à la mythologie grecque. Il n'est pas question aujourd'hui de revenir à la mythologie grecque, mais qui est porteur de quelque chose qui est présent à l'intérieur de l'homme, c'est-à-dire cet appel de purification, cet appel d'éternité par un travail sur l'âme, sur l'être profond. Et quand la vie est en danger, eh bien, quand ces questions se reposent, et la question de la spiritualité se repose aussi, parce qu'elle ouvre la question du sens, et qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup à nous sentir égarés dans une cacophonie d'interprétation, et je dirais que peut-être ce mythe évoque aussi, à travers tout cela, que l'humanité a mal à l'âme, à son âme. Ce mythe, il évoque aussi, à travers l'avènement des saisons qui rythment le cycle de la nature, avec donc cette histoire d'été, automne et hiver, automne et été, printemps, la question du réchauffement climatique qui a déréglé précisément ce rythme d'une façon alarmante. Mais il semblerait que pour retrouver une cohérence climatique, il faille en passer par une descente aux enfers. Donc là, il est grand temps que l'on réagisse avant qu'il y ait une descente réelle aux enfers, parce que ce n'est pas de la bombe atomique, du nucléaire que le pire pourrait arriver peut-être, mais de tous ces déséquilibres climatiques. On a donc dans ce mythe plusieurs principes vitaux réunis. L'alimentation et la satisfaction de la faim, la crainte de la famine, le cycle de continuité de l'espèce par la procréation mère-fille et ensuite fille-épouse, la question de la mort et de l'éternité. Cela questionne les religions, bien que 2023 sera plus l'année pour cela. Et notamment, par exemple, pour les chrétiens, la prière du Notre Père avec le « Donnez-nous notre pain quotidien », ce qui bien sûr est un symbole large pour signifier nourriture globale et pas seulement pain, mais qui fait de la céréale le symbole de la nourriture fondamentale. Il faut aussi parler de l'eau, souvent polluée et en manque vu des fortes sécheresses et autres déséquilibres climatiques. Et cette eau, dans le mythe de Déméter, a valeur purificatrice. Elle ne nourrit pas seulement le corps, elle nourrit aussi l'âme ou l'être profond. Et comme je le disais tout à l'heure, il se pourrait qu'aujourd'hui, nous ayons mal à l'âme. Ce qui nous amène encore plus à aller vers l'essentiel, c'est le rôle du symbolisme plutonien. Et sans Pluton, le couple de mère-fille constitué par Déméter et Corée n'aurait pas évolué. La transformation radicale est imposée par l'intervention de Pluton, qui enlève Corée. Parce que Déméter n'est pas simplement une mère nourricière, c'est aussi une mère dévorante, possessive, qui fait couple avec sa fille, ce qui est mortifère. Et Pluton va donc exercer le rôle de séparateur dans cette situation en enlevant la fille à sa mère. Et désormais, Corée restera toujours la fille de sa mère, Déméter, mais elle peut devenir également une femme, une épouse, celle de Pluton, dont d'ailleurs elle s'éprend. Elle adopte à ce moment-là une nouvelle identité, un changement de nom, elle devient Perséphone, qui est Proserpine chez les Romains, mais les restants avaient Perséphone, reine du monde souterrain, et elle a donc un nouveau destin.
très intéressant. Et revisiter ce mythe combiné qui rassemble Déméter, Perséphone et Pluton, qui s'active actuellement, nous demande de nous interroger profondément sur des questions essentielles liées à la dualité contradictoire et non complémentaire. Par exemple, question, c'est quoi l'étranger pour moi? Est-ce que je le rejette systématiquement par peur de la différence et addiction à mes préjugés? Est-ce qu'au contraire, je préfère systématiquement l'étranger parce que je rejette mes propres origines, parce que moi aussi je me sens étrangère, par exemple? Donc on est oui, non, c'est noir-blanc, hein? C'est l'un contre l'autre. C'est quoi le territoire pour moi? Le sens du chez moi, les limites? Jusqu'où va mon empathie pour l'autre? Ou encore, par exemple, pourquoi pour moi l'ennemi est le riche ou le pauvre? Quelle est ma relation à l'argent? Qu'y a-t-il derrière un virus à abattre? Ma peur de la mort, de la maladie? Pourquoi ça arrive sur Terre? Aujourd'hui? Pourquoi j'y suis vulnérable? Sont toutes des questions qui demandent des réponses par un questionnement. La réponse n'est pas nécessairement immédiate. Quelle est ma relation à la nourriture? J'y reviens, mais aussi à l'agriculture, à la nature. Et que signifie donc le bien et le mal, cette évaluation que nous mettons? Ce labour de Pluton qui termine sa traversée du signe du Capricorne touche à toutes ces questions. Il touche non seulement à la structure de l'état et paradigme de société, j'en ai parlé abondamment dans les autres vidéos, mais il atteint aussi nos propres structures internes, je dirais même notre ossature en Capricorne, celle de notre identité, de nos valeurs, de notre histoire, de notre incarnation. Cela nous amène à nous poser cette question, mais quoi me tient debout aujourd'hui? Quoi fait ma solidité d'ossature? Quoi au cœur de cette ossature constitue cette substantifique moelle osseuse dont parlait déjà Rabelais? À travers ce confinement d'hier et ce qui suit maintenant, nous sommes parfois réduits à l'os. Nous pouvons parfois avoir perdu le muscle avec Mars, qui régit tout notre système par le mouvement, par l'action. Nous pouvons perdre alors l'illusion du fer. Nous avons parfois perdu la chair et tous ces divertissements, pleins de sensations avec Vénus. Et nous avons perdu alors l'illusion des sens. Nous avons peut-être perdu une clarté de parole et de compréhension avec Mercure et toute cette cacophonie d'interprétation et de mesures différentes et contrastées et contradictoires. Et nous avons peut-être perdu notre amplitude jupitérienne avec les mesures de confinement. Nous perdons alors aussi l'illusion de la réussite et de l'abondance, de la confiance. Notre sentiment de personnalité en est atteint et remis en question. Et dans notre soleil intérieur, mais quand tous ces extras qui faisaient notre substance ont disparu, pour certains, pas pour tous, qui se sont trouvés réduits jusqu'à l'os, les pertes ne sont peut-être pas seulement des pertes, elles peuvent laisser des traces qui font œuvre. Soit nous en subissons dramatiquement la privation, et nous voilà vraiment drastiquement démunis, soit nous faisons un plus de ce qui peut se passer en nous lors de la perte, et cette transformation peut se condenser en ossature psycho-spirituelle, psycho-émotionnelle. Alors cette ossature n'est pas plus friable, ostéoporosée, si je peux me permettre cette expression, mais plus forte, plus riche, plus dense. Car cet os n'est plus celui de l'ego, mais du soi, et il devient notre partie la plus pérenne, quasi éternelle. Vous savez, les os, ça dure longtemps. On a retrouvé il y a tellement d'années le squelette de Lucie. C'est dire que l'os dure, et cela peut nous laisser avec un moi qui n'ayant plus ces stimulations qu'il avait auparavant, celle du fer avec les muscles, c'est des sens avec Vénus, de la communication avec Mercure, de l'abondance avec Jupiter, de l'affirmation avec le Soleil, se constitue sur le versant d'une perte qui ajoute par la transformation que ce processus engendre, opère, une plus-value. Et ce n'est pas rien, loin de là. Et alors, nous nous réinventons. Et cet autre monde, cette fin d'un monde pour un autre monde, c'est un monde où nous devons tout réinventer.
Bien sûr, pas à partir de zéro, nous avons une histoire. Ça ne vient pas de nulle part, mais il va falloir, nous sommes déjà en train de nous réinventer. Donc, la question va être, quoi en nous a la nécessité impérieuse de repenser l'histoire de la dualité sous toutes ses formes, afin qu'elle ne soit plus nuisible. Et de nouveau, interrogeons Déméter. Déméter, elle a vécu une transformation fondamentale via la perte de sa fille. Ne plus manger, ne plus boire, sans doute ne plus dormir, errer, devenir une vieille femme, ne plus être associée à son rôle qui était de cultiver, de faire pousser la nature, les fleurs, les plantes et les céréales. Donc, elle a souffert, et à travers cette souffrance, il y a eu une transformation, parce que dans la nouvelle association avec sa fille, elles vont être donc toutes les deux cycle de la vie et cycle de la mort par ces mystères donc, qui permettent une purification. Comme elle-même, elle a vécu une purification de la passion, une passion enfermante pour l'autre. Perséphone, elle est celle qui incarne l'archétype du dépassement de la dualité contradictoire, du dépassement du clivage. Pourquoi? Eh bien parce que Perséphone connaît et le monde de la terre et le monde du sous-terre, et le monde du vivant et le monde du mort, et la nuit et le jour, et la mer et l'époux, et l'hiver et l'été. Elle est la seule dans la mythologie à permettre la résurrection. C'est ainsi qu'elle accorde à Orphée la possibilité de ramener à la vie sa chère Eurydice, qui est tuée par la morsure d'un serpent. Elle le permet au risque de l'amour. Pourquoi? Bien parce qu'elle est touchée par le chant d'Orphée, qui chante son désespoir, parce qu'il a perdu Eurydice. Vous savez, le fameux air de Gluck. « J'ai perdu mon Eurydice, que ferais-je sans mon Eurydice ?» Donc elle est touchée par ça. Elle est touchée parce qu'elle-même, elle vient de ce creuset alchimique de l'amour. Si sa mère a dû rompre avec elle, elle a dû rompre avec sa mère. Et elle a inspiré la passion d'un homme, Pluton. Ce dieu est allé tomber amoureux d'elle particulièrement, jusqu'à l'enlever. Il n'est pas resté célibataire, il n'est pas allé voir ailleurs, c'est elle qui l'a choisi, qui était son élu. Et elle est tombée amoureuse elle-même de ce Dieu. Donc l'amour, les affres de l'amour, la transformation par l'amour, puisqu'elle a été quand même enlevée par Pluton. Il n'y a pas dit, écoutez mademoiselle, je trouve que vous êtes charmante, est-ce que vous vivez chez vos parents? Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc il y a eu là quelque chose de puissant. Et il y a eu une transformation de cet amour puissant. Et c'est parce qu'elle connaît cela, parce qu'elle connaît la passion et qu'elle a transcendé la passion, puisqu'elle est passée par le noir, par le sombre dont parle Jung magnifiquement, en parlant de l'ombre qui est l'allié de la lumière et pas ce qui absorbe la lumière, mais ce qui lui donne relief à la visibilité. Parce que l'unique lumière aveugle, on sait que dans la Bible, on parle sur le chemin de Damas, celui qui fut aveuglé, qui devint aveugle lorsqu'il a vu, c'est-à-dire qu'il a cru dans la parole christique, il est devenu aveugle tellement c'était puissant. Donc on n'est pas toujours capable d'accepter une luminosité énorme, et on sait que les jours où on peut voir la lumière solaire fortement par et la lune par des questions d'éclipse, etc., on nous recommande de mettre un filtre, parce que ça brûle. Donc, Orphée, donc, elle est touchée par ce chant d'Orphée. Et parce qu'elle est touchée, elle lui propose, elle accepte une chose qui n'a jamais eu lieu, c'est-à-dire elle va lui rendre Eurydice. Il peut la ramener à la vie, puisqu'il l'aime tellement. Mais il doit apporter une preuve de ça. Et cette preuve, c'est qu'il ne doit pas se retourner tant qu'il vient la prendre dans le royaume des morts. Elle est derrière lui,
Il ne peut pas se retourner pour vérifier qu'elle est derrière lui, il va la conduire au grand jour. Et patatrac, à un moment donné, il est pris de doute, il est pris du besoin de voir Eurydice. Et ça, c'est fini. Il n'a pas rempli la condition. Donc, elle a donné cette grâce, elle a accordé cette grâce à Orphée au risque de l'amour. Et Orphée a échoué parce qu'il n'a pas aimé suffisamment. Il a été pris par sa peur de perdre, sa peur qu'on le trompe. Il n'a pas aimé suffisamment. Quand on aime quelqu'un profondément, on ne le possède pas et on ne doute pas de ce qu'il est. Alors, cette Perséphone, elle est vraiment extraordinaire. Et donc, Eurydice va retourner dans le monde des morts. Mais je ne veux pas développer davantage le mythe d'Orphée ici, parce que c'est très riche, il faudrait dire bien d'autres choses. Mais simplement dire que cette mythe de Perséphone, qui est liée à Pluton, qui est liée à Déméter, ouvre sur une question bien plus vaste et très fondamentale. C'est quoi aimer? Aimons-nous assez? Aimons-nous assez bien? À cette époque où, une fois de plus, on s'entretue. On a tellement fait pour rester vivant avec le Covid et allègrement on s'entretue. À une époque aussi où tant de personnes, d'associations font preuve d'union, de générosité, d'ouverture, de créativité, d'ouverture spirituelle. Il y a beaucoup de choses magnifiques qui se passent aujourd'hui. Et si on veut que quelque chose change vraiment, les positions politiques, sociales, scientifiques et autres, quel que soit leur point de vue, moi je ne prends pas de parti, je laisse chacun juge sur ce plan-là, ne suffiront pas, parce que la solution doit venir aussi de nous. Et n'oublions pas que si un transit est difficile, il est par définition transitoire, et que lorsqu'il aura œuvré en nous et dans le monde, nous pourrons passer à autre chose et bénéficier de nos dépassements. Et aussi que ce transit planétaire d'une planète dite lourde ne concerne pas simplement le monde, mais nous également dans notre évolution personnelle. Il n'y a pas deux systèmes planétaires, un pour le monde, un pour nous, c'est le même. Voilà, je voulais terminer avec l'évolution de ce mythe de Déméter, dont je pourrais parler encore pendant des heures, qui est si percutant, si parlant aujourd'hui, si évocateur, par son rapport à la nature, à la nourriture, qui est quand même quelque chose de fondamental pour l'être humain, tant que nous ne vivrons pas uniquement de lumière. Même si c'est le cas pour certains, c'est pas, disons, la majorité. Ça pose la question de la vie et de la mort, ça pose la question de la transformation, ça pose la question de la relation à la nature, et ça pose la question de l'amour, mais à un autre niveau. Hein. C'est plus que l'amour personnel. Et ça renvoie au sens le plus élevé de Neptune. Le sens plus élevé de Neptune, c'est l'amour empathique, compassion, inconditionnel. Mais voilà, c'est un... ce sont des choses que nous portons en nous, des aspirations, mais entre l'aspiration et l'actualisation de ce qu'elle représente, il y a un grand pas. Donc notre humanité est en marche sur plein de plans actuellement, et nous sommes également en marche avec cette humanité. Voilà, je nous souhaite la meilleure évolution possible. Je vous remercie pour votre attention, pour vos likes si vous avez aimé. Vous pouvez découvrir mes autres vidéos en cliquant sur mon site, qui est, je vous le rappelle, https://www.astrologie-numérologie en un seul mot.com. Et vous pouvez trouver mes dernières vidéos
2022, le point de vue évolutif de l'astrologie, paru en décembre 2021 sur ce site, et Parole au nombre en 2022, paru en janvier 2022 sur mon site, mais également sur YouTube. Voilà, et d'autres vidéos également que j'ai faites depuis 2018, je pense. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à plus tard.